Bienvenue dans Infirmière de novice à experte, le balado qui accompagne les étudiantes en soins infirmiers et les jeunes infirmières dans leur parcours professionnel. Nous sommes Sylvie Et Karine, deux enseignantes passionnées par la formation des infirmières de demain. Dans chaque épisode, on explore les défis, les apprentissages et les réalités de la profession infirmière. Que vous soyez encore étudiante ou que vous débutiez votre carrière, nous sommes là pour vous guider et vous inspirer à devenir une experte dans votre pratique. Alors mettez vos écouteurs, prenez un café et c'est parti pour un nouvel épisode de Infirmière de novice à experte. Bonne écoute! Bonne écoute! Bonjour Karine! Salut Sylvie, ça va bien? Oui, ça va bien. Donc, je suis contente. On est déjà rendu à notre deuxième épisode de balado d'infirmière de novice à expert. Mais c'est vraiment excitant de commencer aujourd'hui. Puis on a un beau sujet en plus qui est très ancré dans la technique des soins infirmiers, là, c'est les stages. Oui, puis les stages, on le sait, c'est presque, je pense, plus que la moitié d'une session. Donc, tu sais, tu as les cours théoriques, tu vas pratiquer en laboratoire, mais les stages, c'est vraiment là pour acquérir de l'expérience, faire les choses pour de vrai avec des vrais patients. Ouais, ça peut être vraiment stressant, les stages, là, je pense, pour nos étudiants. Fait que notre sujet d'aujourd'hui, c'est la préparation au stage, que ce soit quand on est en première session ou en sixième. Qu'est-ce qu'on doit faire ou nos recommandations là, de préparation à ce stage-là pour nos étudiants? Oui, c'est bon. Puis je pense on pourrait continuer après aussi. C'est quoi l'objectif d'un prof quand il amène ses étudiants en stage? Tu sais, parce que c'est tout le temps difficile. Tu sais, les étudiants, on veut leur donner le maximum de patients, le maximum de techniques, le maximum de choses à voir, mais c'est toujours très anxiogène. Donc, tu sais, il faut voir aussi qu'il y a le côté pédagogique en arrière des stages. Fait que je pense que ça pourrait être bon pour ceux qui nous écoutent, qui sont des étudiantes, de voir aussi que les profs, ça se prépare pour les stages. C'est pas juste de dire on s'en va sur un département, on vous donne des patients, puis organisez-vous avec ça, là. Ben oui, c'est ça. On peut voir notre lunette de prof. Je pense que c'est super important de voir que nos choix sont calculés. Puis l'objectif du stage, c'est quoi? Mais c'est une des choses à faire en premier pour se préparer à un stage, c'est de savoir c'est quoi l'objectif de ce stage-là. Donc, si Mhm. tu es en gériatrie, c'est pas le même objectif que si tu t'en vas en médecine chirurgie, par exemple. Non, puis si c'est ton premier stage à vie, ça, c'est anxiogène. Parce que des fois, tu n'as jamais été dans un hôpital, tu en as vu, oui, à la télévision, mais c'est pas tout à fait la réalité. On n'a pas tous les mêmes milieux non plus. Les milieux de Mhm. stage sont différents. Des fois, juste l'environnement, rentrer dans un hôpital pour réussir à trouver le bon département, quand on a des grands hôpitaux, quand tu as des petits hôpitaux, ça va, mais dans des grands hôpitaux où on n'est pas habitué, ça aussi, c'est un challenge juste de rentrer dans l'hôpital. Mais en fait, c'est une des premières recommandations que je donne à mes étudiants. OK? Pour se préparer à un stage, c'est de faire un Google search. Là, je dis Google, ça peut être n'importe quel, là, mais de regarder sur Map, puis tout ça. Bon, il est où ton milieu de stage? Ça a l'air de quoi l'environnement physique autour de ton stage? Parce que c'est vraiment imposant de rentrer dans un nouveau milieu comme ça. Tu ne sais pas où tu t'en vas. Un hôpital, est-ce que c'est un CHSLD? Est-ce que c'est un centre de réadaptation, un centre hospitalier? Donc, de faire une petite recherche sur les moteurs de recherche, puis de regarder la mission de notre établissement, où est-ce qu'on s'en va, c'est quoi, de regarder aussi les photos qui sont disponibles sur leur site Internet, juste pour pouvoir se voir dans l'environnement physique, puis d'être capable de s'imaginer là, dans une chambre de patient dans ce milieu-là. Donc, s'approprier un peu les repères pour que notre première journée de stage, au moins, on ait une petite balise de quoi ça a l'air là, sur place. Parce que, dépendant de où est-ce que je fais mes stages, ben, ça peut être un gigantesque hôpital, en effet, puis il faut que je m'oriente là-dedans. Fait que déjà, un petit Google Search, ça va me permettre de voir des photos puis de trouver mes repères un petit peu. Moi, c'est une des Ben oui. recommandations que je donne à mes étudiants. Ah, c'est vraiment une bonne idée d'y aller comme ça. Puis de voir aussi, y a-tu du parking? Vas-tu y aller en autobus? C'est où la porte principale? Parce qu'il peut y avoir 30 portes d'entrée, laquelle que tu vas prendre? Tu ne prendras pas probablement pas la porte des employés parce qu'on n'a pas d'accès nécessairement, là. Donc, on va aller avec les bons accès. Donc, d'y aller peut-être en équipe.
peut-être que c'est bon d'y aller à 2 personnes. Donc, on va y aller ensemble. Le groupe, on se rejoint tous à la même place. Puis après ça, on va pouvoir partir pour aller sur le département. C'est Ben toujours la oui. première journée qui est la pire. Hein, faut dire, je dis toujours que c'est un mal nécessaire. Hein. On arrive sur le département, puis après ça, ben oui, c'est normal qu'on n'a pas de repères. Il faut aller chercher, mais à un moment donné, à force de faire des stages, quand tu es rendu à ton deuxième, troisième, quatrième stage, même si tu n'es pas sur le même département, à un moment donné, ça se ressemble tous. Il y a à peu près tout un poste de garde. Il y a une place pour préparer les médicaments. Il y a une utilité propre, une utilité souillée. Les chambres, donc, comment ils sont les environnements de chambre? Est-ce que c'est des 2, 3 ou 4 lits? Donc, tout dépendant de l'hôpital. Donc, on a encore des fois des chambres à 4 lits, là, même si ce n'est pas nécessairement recommandé. Mais physiquement, c'est comme ça. Non, ça reste une réalité. On n'a pas le choix, tu sais. Mm. Donc, tu disais qu'ils pouvaient arriver à leur première journée un petit peu plus tôt, se regrouper. Au pire, aller à la cafétéria, prendre un café avant. Donc, dépendant si on est de jour ou de soir, évidemment, pour le stage, mais de prévoir le temps là, avant d'arriver à notre stage, de se prévoir un bon 1 heure de gap là, pour les Mhm. retards, pour le métro, l'autobus et tout ça. Un hôpital, c'est un lieu public, hein? Donc on peut rentrer dans l'hôpital avant nos stages. On ne peut pas aller sur l'unité de soins sans nos profs et tout ça, mais on peut quand même aller voir l'entrée de l'hôpital, ça a l'air de quoi. Mon prof m'a donné un point de repère qui est à côté. Des fois, on va donner, tu sais, par exemple, à l'entrée principale, à côté de la banquette à gauche. Ben, tu Mm. peux aller voir la banquette avant ta journée de stage si ça te stresse, cet environnement-là. Tu peux rentrer dans l'accueil là, de l'hôpital puis essayer de trouver le point de repère de ta prof. On ne peut pas monter sur l'étage là, sans nos profs, mais juste d'aller voir Mm. un peu l'environnement, de voir la cafétéria. Tu peux aller voir la café, voir les prix. Ben oui. Les Ben, allez voir frais aussi. c'est quoi le menu qu'il y a pour demain à la cafétéria si tu n'as même pas C'est ton ça. lunch. Donc, de se préparer à l'environnement physique, moi, je trouve ça, dans le fond, c'est juste qu'on s'enlève un stress, même si ce n'est pas un gros. On peut éliminer les stress qu'on est capable. Puis ça, c'en est un qui est facilement gérable. Fait Mm. que let's go, on gère lui, puis on l'enlève ensuite de notre anxiété. Après ça, il me restera comment je vais être en stage, comment je vais parler à mon patient, comment je vais faire mes évals. Mais j'aurais réglé l'environnement physique, tu sais. Mhm. Ben, une autre façon aussi d'être moins stressé en stage, c'est de te préparer avant. Donc, oui, les lieux physiques, mais ta préparation, qu'est-ce que tu fais avant ta première journée? Tu sais que tu t'en vas sur un département de gériatrie, ben, tu vas essayer de revoir tes notes de cours. Tu vas regarder, OK, bon, ben, il va falloir que je fasse un examen de mon patient. Qu'est-ce que je vais aller évaluer? Ah, il faut que je suis rendue à faire de l'auscultation pulmonaire, ben, je vais aller reviser comment je dois faire une auscultation pulmonaire. C'est quoi les points? Donc, tu sais, c'est sûr qu'au début, tu vas être peut-être un peu gauche parce que ça va être les premières fois, mais au moins, tu vas connaître tes repères et tes bases. Mais si tu ne sais même pas comment mettre un stéthoscope dans tes oreilles, ça ne passe pas bien quand tu arrives devant un patient. Il faut que quand tu vas faire quelque chose devant un patient, il faut que tu aies l'air un peu rassurante. Donc, si tu veux être rassurante, ben, c'est parce que tu vas t'être préparé à l'avance. Donc, Et fait que puis les ça, je pense que pratiques. de se préparer avant sur toutes les méthodes, soit les méthodes de soins ou les méthodes d'évaluation que tu risques de faire en stage, c'est déjà une bonne partance, c'est important. Tu sais, se pratiquer, ça fait partie de la base là, en soins, les pratiques personnelles au laboratoire et tout ça. Donc, de réviser tes concepts que tu as déjà acquis, tes techniques, tes évaluations avant ton stage, c'est essentiel. Puis, des fois, là, nos étudiants ils me disent: Ouais, mais c'est parce que ça fait 10 fois que je pratique cette affaire-là. Je le sais, là, Karine, comment faire une prise de sang ou je sais prendre la pression, là, ça va, ça fait plein de fois que je le fais. Mais le but de la pratique aussi, c'est d'automatiser ces affaires-là pour que quand j'arrive auprès du patient, ça soit automatique, que ça ne soit pas quelque chose que, même si j'ai juste pratiqué 10 fois, c'est beaucoup 10 fois, mais ce n'est pas encore automatique. Plus tu le pratiques, plus ces gestes-là vont devenir innés, plus faciles, tu vas être fluide, tu ne seras pas dans la chambre à regarder ton stéthoscope, de quel bord je le mets donc, parce que tu vas tellement l'avoir pratiqué que ça va devenir un automatisme. Puis c'est pour Mhm. ça qu'on vous recommande de pratiquer vraiment beaucoup avant vos stages. Fait que plus tu le pratiques, ce geste-là, plus il devient inné.
C'est ça. Puis il faut toujours penser qu'une technique, c'est une chose, mais quand tu vas le faire, tu ne le fais pas sur un bras de plastique, tu vas le faire sur un vrai bras, si je reprends ta prise de sang. Donc, pour que tu sois à l'aise, faut que tu en aies fait plusieurs, oui, en laboratoire, mais quand tu vas arriver pour le faire pour de vrai devant ton patient, tu vas être capable d'être aussi à l'aise que sur ton bras de plastique, de faire ta méthode de soins en pensant qu'il y a un patient qui est là, un patient qui est stressé peut-être, parce qu'il sait que tu es une étudiante. Donc, mais il faut que tu te rassures, il faut que tu le rassures. Fait qu'il faut que tu sois. Donc, quand tu vas avoir vraiment pris de l'assurance, ça veut dire que tu vas être capable de faire ta méthode de soins de façon quand même assez rapide, d'être capable de parler au patient, d'être capable de le rassurer, puis de réussir ta méthode de soins selon toutes les étapes sans y penser. Les étapes vont venir une après l'autre parce que ça fait partie de nos routines. C'est comme ça qu'on devient vraiment une experte dans une méthode de soins. Parce qu'on peut être experte dans un domaine, mais on peut être experte dans une méthode de soins. On regarde les techniciennes de laboratoire qui font des prises de sang, ils vont en faire 40 dans la même journée. C'est facile de devenir experte à ce moment-là dans l'installation, à faire une prise de sang. Donc, puis comme étudiant, c'est la même chose. Oui. Ils sont impressionnantes quand ils arrivent, puis ils piquent un patient que toi, ça fait 3 fois que tu essayes, là. Ils sont vraiment rendus dans l'expertise. Tu as raison, Sylvie. Puis dans l'automatisation de notre pratique, ce qui est important, c'est que quand je pratique, que souvent, j'entends là, au laboratoire, ah oui, mais dans la vraie vie, j'aurais mis mes gants. Ah oui, mais dans la vraie vie, là, je t'aurais salué. Ou ah, mais c'est sûr là, que j'aurais fait ça, j'y aurais pensé avec un patient à côté de moi. Mais si on pratique en disant ah oui, mais dans la vraie vie, ou ah oui, quand je vais être auprès du patient, je vais y penser, je ne suis pas en train d'automatiser ma pratique, puis de la rendre fluide, puis parce que j'ai oublié quelque chose. Fait que recommencez au début votre technique. Faites-la au complet de la bonne façon, puis plusieurs fois, répétez, répétez, répétez. C'est comme ça que ça va devenir automatique de la bonne façon avec mon patient après. Fait que faut pas dire trop souvent ah oui, mais dans la vraie vie, avec mon vrai patient, je l'aurais fait. Si on dit ça, on recommence. On met nos gants. Parce que sinon, je vais les oublier, mes gants, en stage. Puis par expérience, on le voit tout le temps. Donc, tu sais, vous l'avez fait en laboratoire, vous avez dit, ah oui, dans la vraie vie, je vais le faire, je vais le faire. Puis là, quand on vient pour le faire avec vous en stage pour de vrai, vous avez oublié vos gants. Ah, vous avez oublié ci. Ah, vous avez oublié ça. Vous avez oublié votre sac à rebut. Donc, parce que vous ne l'avez pas fait de vraie façon, vous l'avez juste lu. Puis, tu sais, c'est reconnu aussi en pédagogie, hein, tu sais, que de faire les choses, on retient 80 des choses que l'on fait. On retient juste 10 de ce qu'on entend. On retient 10 de ce que 10 ou 20 de ce que l'on voit. Donc, plus on le fait, plus on le retient. Donc, fait que si tu fais juste le dire, c'est juste 10 que tu vas retenir. Fait que ça se peut que tu oublies tes gants parce que tu n'as pas pris l'habitude de mettre tes gants quand tu le faisais en tentative là, de laboratoire. C'est vrai. Au niveau des techniques, là, les profs ils vont avoir soumis sûrement aux étudiants des choses qui sont à réviser avant les stages. Souvent, on fait une liste de techniques qui sont plus fréquentes sur le département. On va dire aussi en tant que prof, là, bon, on s'en va en stage de neuro. Sur le département de neuro, on voit beaucoup de patients avec le Parkinson, l'AVC. On voit souvent tel ou tel ou tel médicament. Donc, en tout cas, je sais que plusieurs de mes collègues font ça aussi. Donc, ça, c'est une façon aussi de te préparer, c'est de regarder, d'être à l'affût de ce que ta prof te dit et te recommande, puis de te mettre en action par rapport à ça. Donc, si ta prof a dit que tu es sur un département de neuro puis il y a du Parkinson, même si tu n'es pas sur même si c'est un sujet que tu n'as pas vu encore dans ton cours, ben, va lire un petit peu sur le sujet, tu sais, sois curieux, va sur bon, ça peut être Google ou dans ton manuel de médecine chirurgie, puis va lire sur le Parkinson, informe-toi. Ça va être payant après ça quand tu vas voir un patient, puis tu vas être stressé le matin, tu vas déjà avoir une petite idée de c'est quoi cette maladie-là, puis comment la surveiller. Je pense que ça peut être aidant d'aller voir la liste de ce que la prof te fournit. Bien oui, parce que le stage est là pour voir si tu as acquis les compétences nécessaires pour ce numéro de stage-là.
Donc, fait que si c'est d'être capable de faire une évaluation, si tu te dois de maîtriser certaines techniques, mais ça va être écrit dans ton plan de cours, puis dans tes choses de stage que tu dois atteindre. Donc, puis le stage, c'est à chaque étudiante de le réussir. La prof, elle l'a fait son stage, elle l'a réussi, mais elle est infirmière. Elle va t'aider à justement acquérir ces connaissances-là, ces compétences-là. Elle va t'accompagner, mais elle ne peut pas le faire à ta place. Ce n'est pas elle qui fait le cours, c'est toi. Donc, l'importance de se préparer, on a beau vous le dire, mais si vous ne vous préparez pas, ça appartient à l'étudiant. Tu sais, un étudiant qui arrive, pour ma part, moi, en stage de gastro-entérologie, on sait très bien qu'on a tous des tubes nasogastriques et vous allez tout y passer parce que ça va faire partie des choses que je veux vous faire acquérir. Que vous n'ayez pas la bonne manipulation, que vous êtes un peu gauche pour l'installation d'un TNG, c'est correct. Mais si tu n'es pas en mesure de me donner quelles sont les surveillances que tu vas faire, tu viens de passer à côté. Tu le sais que tu dois faire ça. Donc, ces évaluations-là, il faut que tu ailles les fouiller. Donc, que tu aies fait ton laboratoire ou que tu ne l'aies pas fait, l'important, c'est que les évaluations et les surveillances de ces méthodes de soins-là, ils t'appartiennent. Donc, trouve-toi une façon, va vérifier dans tes volumes, écris-toi. Moi, j'aime beaucoup les cartes fiches. Donc, tu sais, va t'écrire des mots importants sur, disons, mon patient, s'il y a un TNG, qu'est-ce que je dois surveiller là-dedans? Et pourquoi je vais le faire? Puis quelles sont les interventions que je dois faire par rapport à ça de façon générale? Après ça, on s'adaptera sur le département où on est. Mais montre-toi curieuse et montre-toi autonome dans les choses. L'objectif, c'est de vous rendre autonome pour avoir éventuellement votre licence d'infirmière. Donc, ça passe éventuellement par les stages. Puis, on revient en conduite automobile, c'est la même chose. On ne vous donnera pas un permis de conduire si vous n'avez pas pratiqué. Donc, vous allez aller pratiquer dans des rues, sur l'autoroute, puis après ça, vous allez développer votre expertise, mais il faut que vous l'ayez fait. Un peu la même chose avec tout ce qui est méthode de soins, qui est évaluation au niveau des patients. Donc, pour être en mesure d'avoir votre licence d'infirmière par la suite. C'est de l'engagement, ce que tu décris, Sylvie, puis c'est mon premier en haut de ma liste de choses que je voulais qu'on parle aujourd'hui, c'est de s'engager puis d'être actif dans son apprentissage. Ça, c'est la clé de réussite du stage, là, dans le fond. C'est de se mettre en posture de OK, là, je vais donner mon maximum, je vais m'engager. Si j'ai un temps mort durant mon stage, je me mets en mode actif, je fais des recherches, j'approfondis mon client, je cherche dans le dossier. Donc, de se mettre en posture de OK, là, je suis engagée dans mon stage, puis je vais m'y préparer. Puis rendu au stage aussi, je vais être en mode proactif, puis engagé dans mon apprentissage, poser des questions, proposer son aide à ses collègues. Donc, d'être toujours dans l'activité, je pense que c'est la clé du succès, que ce soit dans la préparation ou durant ton stage. C'est d'être en mode engagé dans ton apprentissage. C'est de ne pas tomber dans le passif de ma prof, tu disais tantôt, la prof a passé son stage, c'est pas le sien. Donc, l'étudiant qui se met en... Là, c'est mon stage, c'est moi qui est responsable de ma réussite, puis aussi de maximiser chaque instant en stage. Parce que c'est durant ce temps-là que tu apprends. Puis pour avoir accompagné des étudiantes finissantes et tout ça, ils me disent tout le temps, on manque de temps en stage, Karine. On dirait que j'aurais pris une autre session pour être encore plus intégrée avant d'aller comme CP. Quand ils arrivent comme CP, ils trouvent qu'ils ont manqué de temps en stage. Mais c'est aussi parce que des fois, on n'est pas assez actif durant ces journées-là. On est un peu plus fatigué, puis tout ça, je le comprends. Mais si tu maximises toutes tes journées quand tu es en stage, que tu ne tombes pas dans le passif, puis que tu n'attends pas que la prof te donne un gros patient pour apprendre, mais que tu vas chercher tout ce que tu peux de ces journées-là, je pense que tu as la réussite entre les mains, là. Effectivement. Puis, tu sais, de te préparer, on parlait de préparation, mais de préparer ton plan de travail aussi. Tu sais, tu t'en vas en stage de jour, tu t'en vas en stage de soir, la routine, l'organisation du travail ne sera pas la même. Donc, déjà, d'avoir une idée que si tu travailles de jour, bon, qu'à 8 heures, qu'est-ce que je devrais faire si, bon, que j'ai un patient, peu importe le patient, tu sais que quand tu vas rentrer dans la chambre, tu vas regarder qu'est-ce qu'il y a de l'air, c'est les signes vitaux. Donc, tu sais, de te faire déjà ta feuille, puis tu vas avoir des médicaments peut-être à 8 heures, à 10 heures, à midi, à 13 heures, pour dire, bon, comment je vais organiser ma journée? Parce que là, tu as un patient, ça va. Puis les premiers stages, hein, on le voit, hein, c'est la première session, ils ont un patient, puis ils sont débordés à faire que des signes vitaux puis de l'évaluation.
puis de donner un peu de médicaments. Dans la vraie vie, vous allez avoir plus que ça. Donc, il faut bâtir comme ça. C'est normal que votre premier stage avec un patient, vous allez arriver à la fin de votre journée, vous allez être brûlé. Mais la deuxième journée, vous allez répéter exactement ou à peu près les mêmes choses. Donc, prenez ça, de dire, OK, là, j'ai été capable de faire une belle journée, je sais à quoi ça ressemble. Demain, qu'est-ce que je vais faire pour m'améliorer, pour me garder du temps? C'est toujours de se garder du temps pour aller chercher, pour aller consolider ce qu'on a, mais le temps aussi pour les imprévus. Et Dieu sait qu'il y en a des imprévus. Ah, un soluté qui s'infiltre. Ah, un patient qui va moins bien. Ah, un patient qui a mal au cœur. Ah, un patient qui a de la douleur. C'est toutes des choses qu'on ne peut pas prévoir. Mais dans notre plan de travail, il faut prévoir ces moments-là parce que ça peut arriver. C'est là Oui. qu'on déborde facilement. Pour ça, il faut bien s'organiser tout au long de la journée pour prévoir les imprévus, finalement. C'est ça que tu dis. Bien, ça va commencer au début par ta préparation la veille avec un plan de travail. On va vous montrer, on va vous aider les premières journées. Mais quand tu arrives à ton stage de deuxième session ou de troisième session, on ne te remontre pas à faire un plan de travail. C'est supposé d'être acquis. Donc, à toi de dire, bon, ben, je m'en vais en stage demain en euros. Qu'est-ce que je devrais faire à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures? Si tu as de la difficulté d'organisation, ben, il faut déjà que tu commences par ton plan de travail. Donc, En tu vas le toute faire, façon. puis tu vas faire ton propre plan de travail selon la routine du département où tu t'en vas. Oui, on pourrait quasiment faire un podcast complet sur les plans de travail Mhm. parce que c'est assez Oui. complexe. Tu as dit c'est supposé d'être acquis, tout ça, mais j'aimerais ça refléter une autre chose là-dedans, c'est même si tu es en deuxième, troisième, quatrième session, si tu as de la misère à faire quelque chose comme ton plan de travail ou t'organiser, tu te poses des questions. Ça, c'est ma deuxième top of my list. Poser des questions à tes profs. Puis le prof, là, c'est ton allié pour ta réussite. Donc, si tu poses des questions, que tu t'intéresses, tu dis là, j'ai essayé ça pour mon plan de travail, ça marche plus ou moins, pourrais-tu le regarder puis me donner des recommandations sur comment mieux l'organiser? Si on est en mode actif et tout ça, donc ces questions-là passent bien, évidemment, là, parce qu'on montre de l'intérêt à réussir, on veut s'améliorer, mais posez des questions à vos profs, écoutez la rétroaction qu'ils vous donnent aussi en stage, soit dans votre journal de bord ou de façon verbale durant la journée de stage, mais ajuste-toi ensuite, écoute cette rétroaction-là, puis demande-en toujours de la rétroaction, de demander des questions à ses profs, puis comment que je peux m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire de différent. Je pense que ça aussi, ça peut nous aider là, vraiment à performer en stage ou du moins réussir. Là. Effectivement. Puis après ça, ben, un volet qu'on n'a pas vu, mais c'est la préparation en lien avec la médication. Une place où on perd beaucoup de temps en stage, c'est la médication. Donc, parce que on le sait que comme infirmière, on se doit de connaître nos médicaments, c'est quoi nos classes, c'est quoi les effets secondaires, c'est quoi les évaluations à faire avant, c'est quoi les évaluations à faire après avoir donné ces médicaments-là. Donc, euh, si tu ne prends pas le temps déjà de commencer à te préparer avant ou d'aller rechercher, de dire, ah, ben dans le stage de la session passée, j'ai donné de la médication, tu t'es fait soit des fiches ou tu t'es trouvé une façon d'être capable de retrouver cette information-là, mais ça va être plus facile. Donc, tu vas gagner du temps. Donc, tu as donné de l'acétaminophène au premier stage. Techniquement, au deuxième stage, si tu as à redonner de l'acétaminophène, tu devrais avoir une bonne base, là, de savoir un peu c'est quoi la classe. Tu ne te rappelles plus des effets secondaires, ben, tu vas retourner sur ta feuille parce que tu vas l'avoir déjà. Tu as un guide de médicaments peut-être, mais le guide de médicaments, d'aller chercher puis de lire, c'est long. Soit on fait ça plus à la maison, ou c'est un médicament que je n'ai jamais donné, je ne sais pas, là, je n'ai pas de fiche, c'est correct, tu vas aller dans ton guide de médicaments. Mais trouve-toi une façon d'avoir ces médicaments-là rapidement, donc les informations rapides pour être en mesure de dire qu'est-ce que j'ai besoin d'évaluer avant de donner ça, puis quelles seront mes évaluations à faire après. Donc, je pense que ça, la préparation de la médication, donc de connaître notre médication avant les stages, c'est essentiel. C'est un brûle-temps aussi, là, ça brûle énormément du temps en stage à faire les recherches, à préparer, à aller présenter tes médicaments à ta prof.
Ça prend beaucoup de temps si tu lis toujours le guide de médicaments puis que tu n'as rien qui synthétise tout ça. Les fiches de médicaments, c'est une bonne méthode. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est tu sais, les étudiants en stage, ça amène l'ordinateur en stage, il n'y a pas de problème. Ben, si tu utilises l'ordi, un fichier Word avec toutes tes fiches à l'intérieur, tu peux chercher avec ta loupe ton médicament dans ton dossier, mais d'avoir un format qui se répète de médicament en médicament, action, surveillance, enseignement, donc des catégories d'informations. Mais surtout, ce que tu as dit qui est essentiel, c'est de conserver ces affaires-là. Mm. Parce que des fois, on dirait qu'on recommence à zéro quand on recommence un stage. Il ne faut pas que tu classes ta première session. Bon, celle-là est réussie, je la mets derrière moi. Là, je commence ma deuxième session, je fais mon stage de chirurgie. Parfait, j'ai réussi, je mets tout ça dans un cartable chez nous, puis je ne me sers plus rien de cette documentation-là. Il faut que tu te crées un portfolio ou soit un cartable physique ou quelque chose qui est en ligne, mais où est-ce que tu collectes tes documents importants pour les stages? Parce que ce n'est pas parce que tu as fini ta chire ou que tu as fini ton cours de gériatrie que ces concepts-là ne reviendront pas plus tard durant ton parcours ou même comme infirmière après. Si tu construis un fichier dans le nuage ou un cartable dans lequel tu mets tes tableaux qui récapitulent certains concepts, tes fiches de médicaments, justement, puis que tu cumules ça, je pense que ça peut être vraiment payant d'avoir quelque chose qui est comme, ben, justement, je pense que le meilleur mot qui décrit ça, c'est un portfolio, là. En gros, des documents puis ça s'accumule au fil de tes sessions. J'ai déjà une étudiante, là, elle avait ça d'épais dans son cartable. Mais puis quand tu es bien organisé dans ton cartable, c'est super. Personnellement, moi, je ne suis pas quelqu'un qui s'organise bien. Fait que c'est dans le nuage, dans un dossier, puis je cherche avec la loupe. Ce qui marche aussi, ça marche, on se connaît, puis il n'y a pas de problème, mais gardez vos documents, gardez vos fiches de médicaments, puis adaptez-les de session en session. Là, tu parlais de l'acétaminophène, mais un exemple que j'aurais là, qui se complexifie au fil des sessions, ça serait par exemple du furosémide, du Lasix, qui est un diurétique. Quand tu es en deuxième session puis tu apprends ça, peut-être que tu l'apprends de façon un petit peu plus succincte que quand tu vas être en 400 puis que tu vas avoir vu la cardiologie puis que tu comprends que oui, ça fait uriner, mais c'est pour gérer le surplus au niveau de ton cœur puis ça. Quand tu as plus cette image-là, ben, ta fiche, elle va évoluer. C'est beaucoup plus payant d'avoir une fiche de médicaments que le guide de médicaments dans lequel tu as souligné un petit peu peut-être, mais c'est tout. Il faut que tu aies quelque chose qui évolue avec toi puis que tu gardes. Puis quand tu revois toujours le même document, ben ça vient s'imprimer dans ton cerveau aussi. Donc, puis à un moment donné, on le voit tout, puis vous regardez les infirmières travailler, vous dites, mon Dieu, comment elle sait tout ça? Comment ça qu'elle connaît tout ça? Parce que ça devient de la routine, parce que c'est toujours les mêmes médicaments qu'ils vont donner à peu près sur sur ce département-là. Fait que tu sais, c'est un département de chirurgie, ben, tout ce qui est opiacé, les infirmières qui sont là, ils les connaissent de tout bord, de tout côté, parce qu'ils en donnent à journée longue. Donc, toi, quand tu vas donner tes premiers opiacés, bien là, il va y avoir, oui, une recherche à faire, mais après, il va y avoir les surveillances. Quand ça va faire 30 puis 40 fois, tu vas les avoir donnés, ces opiacés-là. Tu vas les connaître. Tu vas voir sur la FADN, je donne hydromorphone, bien, je sais qu'hydromorphone, je dois faire telle surveillance, telle ci, telle ça. Tu vas le savoir déjà. Okay? Puis même de la posologie, déjà, tu vas savoir que, comment ça, j'ai une prescription d'hydromorphone 20 mg. Je vais dire, ça se peut pas, parce qu'on ne donne jamais ça. Là, c'est là que ta sécurité va embarquer. Parce que, ben non, il y a une erreur dans la prescription, il y avait marqué 2.0, puis où ça a été maltraité par la pharmacie. Donc, c'est comme ça qu'on devient des experts, parce qu'on est capable d'avoir une référence sur la médication qu'on donne. Mais ça, c'est votre base, c'est comme votre sous-sol de maison. Tout ce qui est pharmaco, c'est de la base. Tout ce qui est évaluation, c'est de la base. Et vous allez construire votre expertise à partir de ces bases-là. Puis ces bases-là, vous les commencez en stage. Il faut que vous pensiez qu'au bout de 3 ans, 2 ans ou 3 ans, vous allez avoir un examen professionnel, vous allez voir à reprendre toutes ces informations-là. Vous allez travailler comme CP, vous allez avoir l'impression que vous ne connaissez rien, vous ne savez rien. Mais non, vous les savez, vous les avez vus en première année, vous les avez vus dans votre premier stage, parce que vous avez vos fiches de médicaments. Ils vont vous suivre. Quand vous allez être CP, c'est les mêmes médicaments que vous allez redonner.
Vous allez avoir 80 des médicaments que vous avez donnés en stage, vous allez les redonner quand vous allez travailler comme CP. Okay? Oui, Bien, vous allez vous servir de tous ces outils-là que vous avez. absolument. Puis maintenant, il y a des outils qui sont faits, qui sont disponibles en ligne là, par plusieurs fournisseurs, je veux dire, entreprises. C'est super bien, ça peut être quelque chose qui t'aide dans ton quotidien, mais il faut quand même que tu aies des outils qui sont personnalisés à toi, je pense. C'est important, puis que tu peux annoter dessus, puis tout ça. Donc, les fiches aide-mémoire, c'est un bon outil, mais il faut quand même garder en tête qu'il faut que tu te construises des documents qui sont à toi, parce que c'est travailler l'information qui va rester dans ta tête, là, un peu Ouais. plus. Après ça, tu peux te fier à des petites aides-mémoire rapides, mais l'idéal, c'est vraiment de te concentrer sur créer des outils pour toi parce que c'est comme ça que tu vas t'en rappeler. Puis tu peux écrire aussi, quand ta prof a dit, là, mettons, ça, c'est super important pour tel médicament ou pour telle pathologie. Tu sais, tu peux souligner, te le mettre en gras, puis dire, hey, regarde, Karine, en stage, elle m'a dit que ça, il ne fallait pas passer à côté. Ben, ça se peut très bien qu'à l'examen de l'ordre, si je t'ai dit qu'il ne fallait pas passer à côté de tout ça, ça soit ça la question pour ce médicament-là. Ou après, quand tu vas être infirmière, ben, tu vas te rappeler de ta prof qui t'a dit ça, mais écris-les dans ta fiche, tu sais, surligne, travaille tes outils. C'est comme ça qu'ils vont être payants, je pense. Tout à fait. Et puis, on reparle au niveau des narcotiques, la dépression respiratoire. Vous le savez, on vous le dit, c'est important, mais il y a encore au Québec du monde qui décède parce qu'ils sont en dépression respiratoire causée par des narcotiques. Mm. Puis on vous le dit, mais combien de fois ça vous est arrivé, que ça va vous arriver dans votre carrière de gérer une dépression respiratoire? Une fois, deux fois, trois fois maximum. Puis dans vos stages, vous aurez peut-être jamais de patients qui feront une dépression respiratoire. Mais ce n'est pas parce que vous n'avez jamais eu en stage que ça n'arrive pas. Puis Ouais. quand on vous dit qu'il faut les faire, ces surveillances-là, c'est parce qu'une fois sur 1000, ça va arriver. Puis une fois sur 10 000, il va y avoir un décès. Bien, c'est un décès de trop. On est là comme infirmière pour surveiller les patients. S'il n'y avait pas de surveillance, on n'aurait pas besoin d'infirmières au Québec. Donc, de se Ouais. préparer comme ça, puis de les comprendre, puis d'intégrer. Puis plus vous allez vous poser de questions sur tout ce que vous faites en stage, de ne pas le faire en silo, mais de le faire comme un tout, comme un patient, ça va être beaucoup plus facile pour vous de faire des liens, pour éventuellement d'avoir des cas plus complexes ou des cas qui vont se complexifier. Vous allez être capable de dire, oui, je suis capable de répondre à ça, je pense que c'est ça. Parce que j'ai vu un élément en première session dans un stage, puis là, j'en ai eu un autre en deuxième, puis là, je suis capable de faire les liens entre ces deux éléments-là. Ouais. Si on revient tu sais, on parlait du portfolio, puis ça, donc c'est quelque chose qui est super Mhm. intéressant à mettre dans ton sac à dos. Selon toi, qu'est-ce qu'on devrait amener avec nous en stage, là, autre que. Qu'est-ce qui est essentiel qu'on amène Ouais. en stage? Ton stéthoscope, ça, C'est ça. c'est la première chose. Une montre. Donc, soit une montre ou quelque chose pour l'heure. Parce que tu as à prendre des signes vitaux. Des fois, tu as des chambres où tu vas avoir l'horloge avec une trotteuse, ça va, mais si tu n'as pas, tu vas faire comment pour prendre ta respiration puis prendre ton pouls? Donc, ça te prend quelque chose pour être capable de mesurer. Donc, puis les téléphones, ben, des fois, c'est accepté, des fois, c'est pas accepté en stage. Fait que si tu dis, ah, ben, moi, je prends l'heure toujours sur mon téléphone, ben, si ton téléphone, tu peux pas l'utiliser dans tes stages, tu vas faire comment? Donc, En ça, fait, il je faut que pense que tu y dans les penses. politiques, les téléphones sont interdits dans les chambres, là, la majorité des centres hospitaliers. Là. Côté Mm. confidentialité, en tout cas, c'est peu recommandé là, d'utiliser ton téléphone pour mesurer une respiration. Là. Mhm. Ben, Toi, c'est ça, mal mais pris. faut que tu aies quelque chose. Fait que si tu n'as pas de montre, ben, tu vas faire comment? Ouais, il va falloir que tu empruntes la montre de ta collègue, puis là, tu vas retarder tes stages. C'est pas une bonne idée. Fait que Ça va te prévois ça, stresser. d'avoir à la limite une montre juste pour tes stages. Tu vas acheter ça pas cher dans un petit magasin. Euh, bon, l'important, c'est d'avoir quelque chose pour prendre tes signes vitaux. Ça, tu as besoin de ça, tu as besoin d'un stéthoscope, tu as besoin de crayons, ben, pas de crayons, mais de stylos pour écrire. Des fois, ils sont fournis, des fois, ils ne sont pas fournis, mais d'avoir nos outils, je pense que c'est important. D'avoir ton plan de travail, une feuille pour ton plan de travail. Si tu n'en as pas, durant ton stage, on te dit, OK, tu notes déjà un qui est fourni sur ton département, c'est correct.
mais avoir une feuille pour ton plan de travail ou ce que ta prof va te fournir comme plan de travail. Des marqueurs. Il y a Oui. des choses, des éléments importants, bien, tu vas aller les souligner parce que tu vas le voir visuellement, ça va paraître sur ton plan. Et pas qu'il soit tout coloré, mais d'aller aller souligner les éléments importants que tu as à faire ou des essentiels. Après ça, ben, je te dirais une collation. Tu sais, Mais on ça. arrive de bonne heure en stage, et on vous demande d'arriver, des fois, c'est 45 minutes avant le stage. Ah, des fois, on saute la pause parce qu'il y a un patient qui ne va pas bien, puis ça va sur le troisième dîner, fait qu'on va dîner à 1 heure. Fait que ça se peut qu'entre les deux, tu aies faim. Okay? Donc, si tu es quelqu'un qui ne mange pas avant les stages, parce qu'il y en a qui ne sont pas capables de déjeuner, bien, il faut que tu aies quelque chose pour te soutenir. Fait qu'amène-toi une barre tendre, amène-toi quelque chose qui est facile à manger, qui va te donner de l'énergie si tu as un peu de baisse d'énergie le matin. On le voit, les étudiants qui manquent de concentration parce qu'ils n'ont pas mangé le matin, il faut vraiment avoir tu sais, un apport calorique pour que notre cerveau fonctionne de la bonne façon. Fait que même si c'est difficile des fois le matin de déjeuner parce qu'on arrive tôt en stage, ben au moins si on a une collation ou même un déjeuner à manger à 9 heures quand je vais prendre une petite pause café après mes Mm. médicaments du matin, par exemple, c'est vraiment important parce que la concentration, là, quand on dit je suis distraite, Karine, c'est pour ça que j'ai fait une erreur de médicament. OK, mais as-tu mangé ce matin? Puis souvent, là, les étudiants ne mangent pas avant leur stage. Puis d'avoir, tu sais, il faut avoir l'estomac plein là, pour être concentré en cours comme en stage, je le dis. Mais quand on va travailler comme infirmière aussi, c'est la même chose. On arrive tôt sur le département. Il faut manger, là. Sauter les repas, puis ça nuit à ma concentration. Mm. Après ça, ce que tu vas avoir besoin, ben, d'outils de référence si tu n'en as pas sur le département. Donc, tes fiches de médicaments, ton guide de médicaments, si tu es en chirurgie, ben, ton volume de référence de chirurgie ou tes notes de cours de chirurgie ou le cahier de stage que ton prof t'a fait pour ce Mhm. type de stage-là de plus en plus. Les profs vont te faire un cahier, tu vas avoir toutes les informations que tu as besoin pour ce stage-là. Quand est-ce que tu dois prendre les signes vitaux? C'est quoi les principales pathologies? C'est quoi les principales méthodes de soins? Les principaux protocoles? Donc, ça, ils vont te faire un cahier. Fait amène-le parce que tu vas en avoir besoin. Si ça te fait un cahier, c'est pas pour rien. Puis, quand on dit qu'il faut aussi être proactif, bien, ton cahier de stage, ouvre-le le soir aussi. Tu sais, va rechercher, tu as eu un protocole déparé-nivé, ça n'a pas vraiment bien été parce que là, la prof a été vraiment, elle a été avec toi pour toutes les étapes parce que tu ne maîtrisais pas le protocole. Ben, le soir, va donc voir ton protocole pour aller le relire à tête reposée, sans le stress du stage, puis vite, 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 il faut le faire pour essayer de voir pourquoi je n'étais pas à l'aise de refaire ce protocole-là. Donc, ce cahier-là, tu dois l'avoir tout le temps avec toi. Fait que moi, je Ouais. pense que c'est pas mal ça qu'on pourrait avoir. Ta carte d'identité, okay? Donc, ça, c'est important. Vous avez, il y a tellement de monde, Karine, tu le disais tantôt, c'est public, un hôpital, donc tout le monde peut rentrer partout ou à peu près. Donc, fait qu'il faut que vous soyez identifiés. Les patients, ils doivent savoir à qui ils s'adressent. Donc, ça prend quelque chose, soit avec ton nom dessus, ou ça prend la carte qui identifie que tu es vraiment un stagiaire dans cet hôpital-là ou que tu fais partie du Cégep X, donc pour t'identifier. Et donc, il faut avoir ça à portée de main. D'amener ton repas ou de l'argent. Des fois, tu n'as pas de repas, pas d'argent. Puis je sais que des fois, l'argent, c'est un peu compté. Fait que genre, je ne m'amènerai pas rien, je ne mangerai pas, mais ce n'est pas bon pour ton apprentissage. Que ce soit le matin parce que tu as l'estomac vide ou que ce soit le soir, tu as besoin d'énergie. Des fois, Ouais. juste de se faire une sandwich au beurre de pinot, ça ne coûte pas cher, mais c'est des protéines, puis ça va te garder, ça va te donner un peu le boost là, pour ton stage. Puis des fois, d'en parler avec ton prof de stage pour dire, regarde, je n'ai pas les moyens, c'est plus difficile financièrement. Elle va peut-être t'aider à trouver soit des organismes ou des places où tu pourrais aller peut-être demander de l'aide pour ça. Mais ça, c'est Ouais. important parce que tu as besoin d'avoir toute ta tête, tu as besoin d'avoir l'énergie pour pouvoir faire un stage parce que c'est brûlant être en stage. C'est fatigant. Puis pourquoi c'est fatigant? Surtout, c'est que c'est toujours du nouveau. Quand on disait, les profs, on se prépare pour les stages, c'est aussi ça. Notre objectif, c'est pas de te refaire faire 20 fois la même chose.
C'est de toujours te donner un environnement d'apprentissage nouveau pour te donner vraiment un éventail de choses qui est possible de voir en stage ou de voir dans ta carrière. C'est toujours de la nouveauté. Donc, ça, c'est énergivore. On sort brûlé parce qu'on n'est plus dans de la routine. C'est toujours de la nouveauté. Donc, important d'être bien alimenté parce que ça, c'est ton carburant. C'est ça qui va faire en sorte que tu vas être capable de bien faire tes stages. Bien manger, bien dormir, dans le fond, c'est assez essentiel pour notre énergie Mm. durant les stages. Tu as parlé de parler à son enseignante pour ses besoins et si on a des difficultés financières, mais ça m'a fait penser à il faut nommer ses besoins ou ses caractéristiques, si on veut, à notre prof. J'ai dit tantôt que c'est un allié pour la réussite et tout ça. Il ne faut pas hésiter de parler à notre prof de notre réalité à nous, puis de qu'est-ce que j'ai besoin pour réussir. Moi, personnellement, je rencontre tous mes étudiants avant les stages. Là, je prends 15 minutes avec chacun en individuel pour leur demander c'est quoi leur profil d'apprentissage, est-ce qu'ils vivent avec des besoins différents, donc TDAH, dyslexie, dyspraxie, tout ça. Donc, je prends le temps de faire un profil d'apprenant avec eux. Ça ne veut pas dire que tous les profs font ça, mais si tu vis avec un besoin, là, puis que tu sais que toi, pour tes stages, tu as besoin d'un endroit tranquille pour faire tes notes au dossier, par exemple, ben, parle-en à ton prof, parce qu'on ne peut pas le proposer à tout le monde, vu les milieux hospitaliers qu'on a et tout ça, là, des fois, c'est pas facile à mettre en place. Mais si tu sais que toi, que tu réussis mieux dans telle ou telle condition, si tu nommes pas ton besoin, ta prof, elle ne pourra pas le savoir. Elle ne peut pas rien mettre en place. Donc, mets-toi encore une fois, engage-toi dans ton apprentissage, là, puis va voir ta prof. Ça peut être challengeant d'ouvrir cette porte-là et tout ça, mais tu sais, on est des infirmières, on comprend cette réalité-là. Donc, fais juste mentionner tes besoins. Si tu es c'est plus difficile pour toi le matin, pour telle X raison, tu sais, tu peux nommer que tu es plus distrait aussi une journée de stage, là, où est-ce que, je ne sais pas, moi, la veille, tu as appris une mauvaise nouvelle. Dis-le à ton prof pour qu'on sache pourquoi tu es plus distrait ce matin-là, puis on va pouvoir mettre des conditions autour de toi qui va éviter une erreur, par exemple, puis après ça, tu vas t'en vouloir, tu sais. Mais si on le sait d'avance, on peut te mettre dans une condition de réussite après. Fait qu'il faut Exact. Puis en vraiment parler même au temps, prof. c'est ça. Puis de le nommer, mais aussi, c'est pas parce que tu l'as nommé que tu te dégages de ta responsabilité. C'est de dire, ah, ben, tu sais, j'ai eu une mauvaise nouvelle, j'ai pas été capable de dormir, j'ai pleuré toute la nuit. Fait que là, j'arrive. Ben, si je suis pas dans une bonne condition de stage, on va le dire. Mais après ça, de dire, c'est beau, je le dis, mais maintenant, je fais quoi, moi, comme personne, pour assurer la sécurité de mes patients? Okay? Donc, peut-être que je vais avoir à prendre un peu plus mon temps pour préparer mes médicaments, pour être certaine que je ne ferai pas d'erreur. Puis tu vas essayer de te mettre des balises aussi. Le prof va t'en mettre, mais toi, tu te dois de t'en mettre aussi Ah ben parce que oui. ce n'est pas une raison. Si tu as vraiment, c'est vraiment difficile puis que tu n'es pas capable de te concentrer puis que tu vas pleurer toute la journée, c'est mieux de ne pas aller en stage. Parce que c'est là où tu vas ça va être difficile, tu vas faire des erreurs, puis tu peux mettre ton stage en péril. Parce que tu n'es pas dans un bon mindset optimal pour ton stage. Ça aussi, il faut que tu le saches. Oui. Donc, fait que c'est pas parce que tu es présent à ton stage que tu vas le réussir. Tu vas être présent, mais tu vas faire tout pour réussir. Puis ça peut être avec des collègues. Des fois, ça, c'est des trucs que je donnais à mes étudiants de dire, là, si tu te sens moins à l'aise et tu te sens plus distrait, fais donc vérifier tes médicaments par une autre étudiante avant de venir me montrer. Comme ça, ben, si tu as fait une erreur ou il te manque des choses, ben, ta collègue, elle va te le dire. Ça ne te pénalisera pas. Mais moi, si tu arrives devant moi, puis ça fait 6 fois que tu as toujours oublié quand tu as 2 comprimés, de mettre 2 comprimés, à un moment donné, je dis, une fois, OK, j'ai réussi à empêcher cette erreur-là, mais quand c'est répétitif, on dit, c'est parce qu'il y a quelque chose que tu ne comprends pas. Donc, ça, c'est des éléments, donc c'est des choses que tu dois mettre en place autour de toi pour éviter les erreurs. Parce que l'objectif premier, c'est la sécurité des patients. Comme prof, c'est ce qu'on doit faire aussi. Donc, connaître nos fragilités, nos besoins, puis mettre des outils par rapport à ça. On disait de remplir notre sac à dos d'outils tantôt, mais il faut aussi avoir des outils un peu plus intangibles, mais que je vais mettre dans ma pratique. Donc, si je sais que je fais souvent des erreurs de médicaments, mais de trouver des solutions, s'ajuster.
La session passée, ta prof t'a donné une rétroaction à la fin de ton stage. Qu'est-ce qu'elle t'a dit d'améliorer? Puis en préparation à ton prochain, qu'est-ce que tu dois mettre en place pour améliorer ces aspects-là? Souvent, au début de stage, on demande à nos étudiants c'est quoi leurs objectifs pour ce stage-ci. Puis on se fait souvent dire, faire plus de techniques, puis faire plus de techniques, en fait. Souvent, Avoir plus de patients, faire plus de techniques. c'est ça. Mais si tu te bases sur ce que la prof t'a dit la session passée, c'est beaucoup plus intéressant de dire, OK, la session passée, la prof, elle m'a dit qu'au niveau relationnel auprès des patients, j'ai besoin d'ajuster telle ou telle chose, ou que mon jugement clinique doit être approfondi, que je dois fouiller plus dans le dossier ou des choses comme ça. Ben c'est ça mes objectifs de stage pour mon prochain stage. Ça devrait être ça. Mets ça, cette session-ci, en branle, puis OK, quelle stratégie? Réfléchis-y avant ton stage là, qui s'en vient. Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour atteindre ces objectifs-là qui avaient été fixés à la fin de ton stage de la session passée? Ça, je pense que ça peut vraiment être intéressant de se questionner sur qu'est-ce que je vais faire de différent cette fois-ci. On apprend, hein, c'est correct. Tu es dans un apprentissage, tu vas cheminer, puis ce stage-là, tu es en évolution constante. Fait que ça se peut très bien que les difficultés que tu avais la session passée ne soient pas les mêmes si tu t'ajustes, si tu mets des choses en place. On apprend de ça. Il ne faut pas trop rester pris avec ça et dire ah, ma prof m'a dit ça, mais je passe à autre chose, mais garder ça puis trouver des solutions. Mais souvent, tu sais, on va, puis ça fait partie souvent des recommandations post-stage, c'est l'amélioration du jugement clinique. Puis ça revient quasiment de session en session. Mais c'est normal, parce que le jugement clinique, ça se travaille de session en session. Donc, de dire, qu'est-ce que je peux aller améliorer, qu'est-ce que je vais ajouter dans ce que je fais en stage pour l'améliorer, ce fameux jugement clinique-là. Hein? Fait que tu peux poser la question à ton prof en début de stage. De dire, regarde, moi, j'avais à travailler mon jugement clinique. Je ne sais pas comment faire. As-tu tu sais, comment je dois faire aujourd'hui? Elle va t'amener à trouver des façons d'améliorer ton jugement clinique. Mais c'est des efforts. Le stage, c'est pas, il ne commence pas à 7 heures le matin puis il se finit à 4 heures. Ton stage, oui, de travail, mais ton stage va continuer après avec ton travail de stage, avec les lectures que tu vas faire le soir parce qu'il faut que tu te prépares pour le lendemain. Si tu as juste une journée, ça va, mais si tu as 2 journées, bien, il faut que tu démontres la deuxième journée que tu as évolué par rapport à ce qu'on t'a dit ou par rapport à ce que tu as vu qui n'était pas optimal pour le stage que tu as fait. Donc, dis, bon, ben, demain, tu devrais être plus rapide dans tes médicaments, tu devrais être plus rapide dans les méthodes de soins que tu as à reprendre parce que ça va être encore les mêmes méthodes parce que tu vas avoir encore le même patient. Qu'est-ce que je peux aller rechercher de plus de ce que je suis allé chercher comme information? Donc, là, je vais aller fouiller dans mes livres. Les livres sont là aussi comme guide. Puis, moi, je suis toujours épatée de voir à la fin de 3 ans, quand je regarde des volumes de référence, pour pas les nommer, là, les Lewis, qui sont neufs, tu les ouvres, puis il n'y a rien, ça n'a pas été surligné, tu vois que ça n'a pas été ouvert, ça n'a pas été travaillé. Bien, pourquoi vous achetez des volumes de référence? Ils sont là pour ça, pour te référer. Vas-y, utilise-les. Et plus tu vas les utiliser, plus tu vas améliorer ton jugement clinique, plus tu vas devenir une meilleure infirmière. Ça fait 30 ans cette année que je suis infirmière, puis je travaille encore avec les Lewis. Je fouille encore dedans, je vais encore chercher de l'information parce que je ne les connais pas par cœur. Si je serais capable de les implanter dans la tête, ça serait parfait. Mais non, il faut que j'aille fouiller encore, même après 30 ans. Quand on commence les stages, ben, c'est normal, vous devriez aller toujours fouiller dans vos livres souvent, souvent, souvent. J'ai un étudiant qui m'a déjà dit ouais, mais je pense pas qu'on parlait de ces manuels-là à proprement dit, mais un livre dans notre bibliographie là, à acheter. Il me dit ouais, mais je ne l'ai pas ouvert de la session. J'ai acheté ça pour rien, Karine. J'ai dit OK, mais as-tu fait tes lectures préparatoires au cours? Ah non, ben, il était là pour ça, le manuel, pour te préparer. En stage, tu ne le consultes pas. Non, ben c'est sûr, tu as acheté ça pour rien d'abord. Parce que, mais tu t'es pas préparé à tes stages, tout ça. C'est tellement des outils précieux. Des fois, on cherche, puis ça, c'est une autre chose qu'on peut regarder comme pour préparer nos stages, c'est d'avoir des bonnes sources, des bons moyens de trouver l'information, de se donner des stratégies à comment trouver l'information rapidement, puis que ça soit des sources fiables. Tu sais, Google Search, là, c'est bon, avoir une idée rapide, là.
mais c'est pas ça qui devrait baser tes recherches de stage, comprendre c'est quoi une pathologie d'un patient ou un médicament. Ça devrait pas être Google Search, Non. santé des femmes, pour pas les nommer, bonjour Québec, je sais pas quoi, bonjour santé, je pense, ou quelque chose de Puis même. ChatGPT non plus. Chat GPT, Il on faut pourra quand faire un même faire débat une autre fois. attention. C'est ça. Mais tu devrais te baser sur ces manuels-là, tu sais, sur les Ouais. outils que tu as payés pour aussi. Ça coûte assez cher, utilise-les. Ils sont Oui. là, sont dans la pile ou version numérique ou peu importe, mais tu n'ouvres jamais ton appli. Tu as payé je ne sais pas combien de dollars pour ça. Utilise-les. C'est des bonnes sources fiables, tu sais. Après Oui. ça, dans les milieux, on pourra en reparler peut-être une autre fois, mais il y a des sources qui sont plus scientifiquement basées, tout ça. C'est ça qu'on doit utiliser. Tu peux demander à ta prof aussi des sources fiables pour ton stage, mais je pense de se questionner sur où est-ce que je vais aller chercher mon information, ça peut être une bonne façon de préparer les stages. Oui. Mm. Puis c'est ça, mais puis, tu sais, toute la bibliographie qu'on leur donne en début de session, mais ils sont tous là, puis c'est tous des ouvrages qui sont reconnus par l'OIQ, sont reconnus par les cégeps, donc c'est fiable. Fait que si on arrive avec d'autres, pourquoi chercher ailleurs quand on a déjà toute l'information? C'est pas plus long. Puis maintenant, tu sais, de se servir d'une table des matières, ben, il faut apprendre. Peut-être que tu ne l'as pas appris, ben, ça s'apprend. De demander à quelqu'un comment on sert d'une table des matières dans un volume pour que ça soit efficace, pour pas que j'aille à passer toutes les pages. Si tu as le format numérique, ben, ça va bien parce que tu as une loupe, tu es capable de faire la recherche. Donc, tu vas chercher les bons mots, puis tu vas avoir toute l'information. Il faut juste être un peu curieux. Puis en étant curieux, mais tu vas apprendre des choses. Puis quand tu vas arriver en stage, donc, tu as fait ta première journée, tu n'es pas satisfaite de ce que tu as fait parce que ta prof t'a posé des questions, tu n'étais pas en mesure de répondre parce que tu n'étais pas bien préparé. Bien, le soir, tu vas aller fouiller dans tes livres, puis là, tu vas comprendre pourquoi elle t'a posé ces questions-là. Parce que tu vas le retrouver dans ton volume. Parce que ta prof aussi, elle se prépare pour le stage. C'est ça qu'on voulait parler en deuxième partie. Tu sais, on se prépare pour vous donner des patients vraiment spécifiques pour l'atteinte des objectifs. Si tu es à ton deuxième stage, je n'irai pas te donner un patient avec une alimentation parentérale, une stomie, puis une voie centrale. Tu ne l'as pas appris. Ce n'est pas aidant. Je vais trouver un patient qui parle, qui est collaboratif, qui a un peu de médicaments, puis tu vas être capable de faire quand même de l'évaluation physique parce que c'est l'objectif du stage, d'aller te faire chercher dans le dossier. Quand tu es rendu en sixième session, je n'irai pas te donner un patient qui n'a pas de soluté, qui n'a pas de médicaments, puis qui va bien, qui va avoir son congé de main, parce que ça ne sera pas bon pour toi. Donc, je vais aller vraiment choisir le patient qui va t'aider à monter le niveau. Donc, OK, tu vas avoir vu quelqu'un qui a un gavage, tu vas avoir vu quelqu'un qui a une alimentation parentérale, tu vas avoir vu quelqu'un qui a une jugulaire. Donc, tout ça, ces informations-là, c'est important, mais c'est ça qu'on va aller chercher. Donc, des fois, c'est normal que ce soit toujours challengeant, c'est toujours des nouveaux patients parce qu'on a, tu sais, on devient, oui, on devient expert dans notre domaine en soins infirmiers aussi quand on est en stage. Pour nous, ça devient de la routine. Donc, moi, si tu n'as pas eu un patient qui a eu un TNG, si tu n'as pas eu un patient qui a eu un gavage ou une alimentation parentérale, bien, je passe à côté. C'est sûr que si je n'ai pas de patients qui en ont, c'est une autre chose, mais je sais que sur mon département, il y en a tout le temps. Donc, c'est sûr que tout le monde va avoir un patient comme ça. Prépare-toi en conséquence. Mais si tu as déjà eu un autre patient qui a déjà eu un gavage dans un autre stage, bien, va rechercher tes informations. Tu l'as déjà fait, ça. Fait que ça va t'aider. Donc, tous ces éléments-là vont faire en sorte que quand tu vas arriver à la fin comme CPI, ben, tu vas dire, ah ben oui, j'ai déjà eu ça, un gavage. Ah ben oui, j'ai déjà eu ça, une jugulaire, j'ai déjà eu ça. Ça va être bien plus facile. Si tu n'as jamais rien vu dans tes stages, puis tu as toujours eu des stages faciles, c'est là où ça va devenir difficile, où tu vas déborder comme CP. Oui. On a toujours un objectif derrière pourquoi on choisit des patients ou notre stage, tu sais, on a le plan de cours, tout ça qui guide ça, mais en tant qu'enseignante aussi, tu sais, par exemple en gériatrie, moi, c'est ça que j'enseigne présentement. Je sais que mon objectif de stage, c'est de démontrer la vulnérabilité de la personne âgée dans un lit d'hôpital. Tu sais. C'est pas formulé de même dans mon plan de cours, là, mais c'est mon objectif à moi. Là, tu sais. Fait que quand que je vais choisir mes patients,
Mais premièrement, je vais choisir des personnes âgées, là, ça m'aide un peu à atteindre mes objectifs. Mais je vais aller vers des patients qui, bon, là, cette semaine, Sarah, elle a eu un patient la dernière fois, qui avait une démence, puis j'ai bien démontré ça avec elle, mais aujourd'hui, je vais choisir plus juste quelqu'un qui démontre des risques de délirium, peut-être même pas qu'il y en a un, mais je veux qu'elle voit quelque chose. Puis ça, c'est une autre chose. On peut demander à nos profs, là, qu'est-ce que tu veux que j'apprenne avec ce patient-là? Parce que là, des fois, moi, mes étudiants ils disent ouais, mais là, j'ai rien à apprendre avec ce patient-là, là, Karine, c'est plate. J'ai rien à faire Pardon, aujourd'hui. pardon, tu n'as rien à apprendre à ta minute. Je vais te montrer, moi, pourquoi je t'ai choisi ce patient-là, parce que je ne choisis pas mes patients au hasard. Je choisis mes patients pendant 1 heure de temps avant le stage. Donc, il y a toujours une raison pédagogique en arrière de ça. Puis, si on ne la voit pas en tant que stagiaire, on peut le demander à notre prof. Pourquoi? Moi, en tout cas, je suis ouverte à le dire. Pourquoi je choisis ces choses-là pour nos étudiants. Mhm. Ouais. Oui, parce que c'est pédagogique. Tu sais, moi, si je donne un patient avec un TNG, bon, ben, c'est parce que, oui, il y a la méthode de soins, mais il y a tout ce qui est évaluation, l'évaluation abdominale. Si ton patient il a un TNG, c'est parce qu'au niveau abdominal, il doit y avoir quelque chose qui ne marche pas. Okay? Fait que si tu me dis que dans ton auscultation abdominale, tu as des bruits aux 4 cadrans, puis qu'il y a un TNG, puis qui draine 850, on a un problème. Il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Fait que tout ça va faire en sorte de, ben, ça va être après ça la médication qui va être donnée par TNG. Donc, il y a plein de choses qui vont se rattacher à ce patient-là pour justement de le comprendre. Mais des fois, vous ne le voyez pas comme étudiant, cet élément-là. Mais c'est plein de compétences infirmières qu'on va chercher. Absolument. Je vois le temps qui file, Sylvie, puis avant qu'on Oui. termine, là, je voulais vraiment qu'on parle de la confiance en soi puis du stress généré par le stage, là, parce qu'on a parlé tout le long du balado. J'ai l'impression que c'est qu'on est stressé en stage, mais comment on peut se préparer justement par rapport à ce stress-là? Toi, c'est quoi que tu dirais comme recommandation là, pour gérer son stress en stage? Ben, d'être prêt, d'avoir fait ses devoirs, donc de s'être préparé en amont. Puis de prendre la journée, ben, oui, il peut y avoir des moments de stress, puis c'est normal, ça, il faut apprendre à gérer ce stress-là. Donc, de trouver peut-être des méthodes de gestion du stress. Puis si ça roule trop, à un moment donné, tu as l'impression que ça vire à 200 000 à l'heure dans ta tête, va t'isoler à quelque part dans un coin, va faire de la respiration, va te calmer un peu pour qu'après ça, que ce soit plus facile. Okay? Puis demande de l'aide. C'est normal. Puis c'est normal. En début, c'est toujours les débuts de stage qui sont le plus difficiles. Euh, Ton prof est là en accompagnement. Elle est là pour t'accompagner. L'évaluation, ça revient à la fin. Donc, elle n'est pas toujours là pour t'évaluer à chaque jour. Elle est là vraiment pour t'aider à atteindre tes compétences. Donc, il faut que tu la mettes en contribution. Si tu ne parles jamais à ta prof de stage, si tu ne lui poses jamais de questions, si tu dis toujours oui, 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 tout est correct, ben, c'est là où c'est dangereux. Parce que là, elle va dire, ben, elle ne pose jamais de questions, c'est pas normal, mais quand moi, j'y pose une question, elle n'est jamais capable de répondre. Donc, sers-toi de ta prof, c'est un allié. C'est comme ça que ça va être beaucoup plus facile pour faire la gestion du stress de tes stages. Mais je pense que c'est un mal nécessaire à chaque début de stage. Puis plus vous allez en faire, plus ça va devenir naturel. Puis c'est comme ça que vous allez devenir des compétents, puis pour plus tard devenir des experts. Mais regardez le stress, si tu regardes ce balado-là, puis tu es en 6e session, regarde le stress que tu avais quand tu as commencé ton stage, ton premier stage à vie. Je m'en rappelle encore du mien il y a 30 ans. Fait que c'est normal que c'était stressant. Puis regarde aujourd'hui tout ce que tu as fait comme évolution. Puis pour quelqu'un qui commence, ben, c'est un peu la même chose de dire oui, ça va être difficile, mais dans 1 an, dans 2 ans, je vais être rendu beaucoup plus loin que ça. Il faut prendre le temps, puis on ne peut pas devenir expert du jour au lendemain. Ça vient avec le temps. Donc, il faut faire, il faut faire ses classes. Il faut y aller une journée à la fois. Puis, quand tu as 50, 60, 70 jours de stage de fait, ben, tu n'es plus au même niveau qu'au premier. Donc, je pense que c'est la recette pour le faire, mais vraiment de travailler avec ton prof, c'est ton allié de stage et non pas de le voir uniquement comme une personne qui est là pour essayer de te couler. Ce n'est pas l'objectif. Quand on est en stage avec des étudiants, c'est parce qu'on veut leur montrer, on veut leur apprendre à devenir autonomes sur certains niveaux. Et on veut vous aider à acquérir toute la
connaissances et la compétence nécessaire pour être de jeunes infirmières qui vont commencer puis qui vont encore apprendre pendant des années par la suite. Oui. On disait tantôt de nommer nos besoins. Le stress en est un, ou en fait une réalité qu'on vit, là, mais une façon de gérer son stress, des fois, c'est juste de nommer que, OK, là, Karine, là, je suis stressée. Là. Je prépare mes médicaments, mais je suis stressée. Juste de le dire, des fois, on dirait que ça nous libère un peu d'un stress. C'est d'ailleurs ce que j'ai fait au premier balado. Je l'ai dit tout de suite dans la première phrase du balado. J'ai dit, là, c'est notre premier balado, je suis stressée. Mais juste de le dire, puis au moins, ça enlève le stress de paraître stressé. Parce qu'on l'est déjà, on peut juste l'accepter. Le stress est essentiel à notre survie en tant qu'humain. Hein? Sonia Lupien le dit bien dans ses balados, puis dans ses apparitions et tout ça. Mais le stress, c'est normal, puis c'est correct d'en vivre. Et après ça, c'est quand ça devient trop envahissant là, qu'il faut voir qu'est-ce qu'on fait. Mais c'est normal d'être stressé en stage. Fait qu'il faut juste le nommer, dire les moments aussi où est-ce qu'on est stressé avant de faire une technique. Notre première injection, c'est tellement stressant, notre première injection. Ben, dis-les, là, je suis vraiment stressée, ça va t'enlever un petit peu de pression. Déjà, ça, je pense que ça l'aide beaucoup, tu as dit, de se sortir un peu de la situation stressante puis d'aller respirer. Mais en préparation au stage, on peut s'imaginer en situation stressante durant le stage. Qu'est-ce que je vais mettre en place, moi, pour mon stress, tu sais? Essayez de réfléchir d'avance, puis c'est sûr qu'il va y en avoir des situations où vous allez être stressé en stage. Sûr, sûr, sûr. Fait que quand ça va m'arriver, qu'est-ce que je vais faire, moi? Moi, je sais que d'aller prendre des respirations dans la toilette, ça ne marche pas avec moi. Je ne suis pas assez bonne pour faire des respirations tout seul. Ça ne marche juste pas. Ben, qu'est-ce que moi je fais pour mon stress d'habitude? J'écoute de la musique ou des fois, je vais juste appeler mon ami. Bon, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais du yoga? Est-ce que tu dessines? Peu importe, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais à la maison qui gère ton stress? Puis comment tu peux le transposer à l'hôpital? C'est pas tout qu'on peut amener à l'hôpital. Fait que comment je vais pouvoir le mettre en place? Puis sinon, me trouver une nouvelle stratégie que je vais mettre en place en stage pour mon stress, y réfléchir d'avance. Parce que c'est sûr qu'à un moment donné, on va se sentir stressé. Puis moi, il y a quelque chose que je dis souvent à mes étudiants, mais mets-toi en posture de confiance, puis répète-toi que tu es bon, puis tu es à la bonne place. Tu sais, notre discours intérieur, il est vraiment fort. Si tu te mets en mode, j'appelle ça le mode cool, là, mais tu sais, j'accepte que je ne suis pas dans une situation confortable présentement. J'accepte que je ne sais pas nécessairement qu'est-ce qui s'en vient, que je n'ai pas de contrôle sur le patient qui va m'être donné aujourd'hui. Donc, ça, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Ce que j'ai du contrôle, c'est comment je le perçois. Ça, j'ai du contrôle là-dessus. Donc, d'essayer de recadrer mes pensées. Puis quand j'en ai une qui est négative, juste là, OK, là, je sais, ça, c'est une pensée négative, je vais la remettre en positif, de la reformuler en positif, puis de se dire non, je suis préparée à ce stage-là, j'ai fait ce qu'il fallait pour me préparer, je suis en posture de confiance. Il y a des recherches qui ont été faites là-dessus, hein, Sylvie, je ne sais pas si tu as vu la posture du super-héros. Non? Ça apparaît dans Grey's Anatomy. OK. J'ai été curieuse après ça, là, mais dans cette série-là, il y a une des neurochirurgiennes qui se met en posture de super-héros, là, le torse Comme ça, bombé, là? ouais, sur les mains sur les hanches, avant une chirurgie, pour augmenter sa confiance, puis elle prend des grandes inspirations, puis elle regarde vers l'avenir, là, tu sais. Puis c'est mis dans c'est sa pratique à elle. Après ça, je suis allée voir que ça existe vraiment, cette étude-là. C'est une vraie affaire, là. Puis de juste se mettre en posture de super-héros, donc en posture de confiance, d'avoir un discours intérieur que tu es capable de surmonter qu'est-ce qui s'en vient, bien, ça augmente ta confiance. Fait que mine de rien, moi j'aimerais bien ça un jour voir des étudiants comme ça dans leur stage, c'est mon rêve. Mais ça peut être une posture intérieure aussi, on n'est pas obligé de la faire physiquement, mais je pense que ça peut vraiment faire une différence de se dire qu'on est prêt à nos stages, on s'est préparé, on se sent confiant, on a nommé nos besoins à nos enseignants, on a une bonne relation de confiance avec eux, on a confiance qu'ils sont là, pas en menace, mais en soutien. Je pense que c'est vraiment ça qui va faire qu'on est prêt à nos stages, là, finalement. Effectivement. Puis, tu sais, quand tu rentres dans une chambre de patient aussi, là, parce que tu parles de posture, tu rentres arrangé comme ça devant ton patient, puis déjà dis, ah bon, j'ai une étudiante aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver? Mais si tu arrives déjà bien, là, dire bonjour, tu sais, d'être confiant quand tu rentres dans la chambre, ça va te donner confiance, ça va te donner confiance à ton patient, qui va aussi devenir un allié. Parce que ton patient qui sent que tu es sécure, même s'il sait très bien que tu es une étudiante, mais qui voit que tu es en possession de tous tes moyens,
va être un allié sur je ne suis pas capable de prendre ma pression, je ne l'entends pas, je suis obligée de la reprendre 3, 4 fois, il faut que je la change de bras parce que c'est le défi du premier stage, de prendre une tension artérielle puis d'écouter. Ben, il va dire, ben oui, ma petite, vas-y, prends-les. Tu vas reprendre sur l'autre bras, c'est pas grave. Mais pourquoi? Parce que tu lui as déjà démontré une assurance. Puis de dire, regarde, je suis là, puis je vais tout faire pour que le stage se passe bien. Puis le patient va faire exactement la même chose pour toi. Il va essayer de t'aider à réussir ton stage. Ouais, il n'y a rien de plus beau qu'un patient qui back son étudiante puis qui dit non, non, c'était correct, elle n'a pas eu de misère, tu sais, ou qui prend vraiment sa défense. Moi, je suis OK, ils ont construit une belle relation de confiance, c'est parfait. Et oui, mais ça aussi, ça fait partie. Ouais. Ouais. Ça sera peut-être quelque chose qu'on pourra reparler aussi de comment, tu sais, les approches aux patients, comment gérer une situation qui a été difficile ou catastrophique là, avec un patient. Oui, mais ça pourra faire un autre sujet de balado. Absolument. Mais je pense qu'on a fait un beau tour de la question. Il y a sûrement d'autres choses. C'est un sujet tellement vaste, les stages. Mais on souhaite un bon début de stage à tous nos étudiants parce que sûrement que ça s'en vient pour eux. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, toi, Sylvie? Non, mais si des fois s'il y a des choses qu'on n'a pas parlé de comment on se prépare à un stage, bien, vous pouvez nous les écrire dans les commentaires. Puis, on pourra refaire même du pouce pour faire un autre balado. C'est sûr que les stages, c'est comme le point central des soins infirmiers. Fait que c'est sûr qu'on va refaire un autre balado sur les stages. Mais ça. Puis moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que s'ils ont des questions spécifiques sur les stages, sur n'importe quoi d'autre, ben, qu'ils nous les écrivent pour qu'on puisse y répondre dans un prochain balado. Je pense que ça serait le fun d'avoir un petit volet questions d'étudiants ou quelque chose comme ça. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les en commentaire, écrivez-nous en privé sur TikTok, Instagram, tout ça. Puis, on s'assurera de les inclure dans nos prochains balados. Je pense que ça peut être le fun. Oui, ça pourrait être bien le fun. Bien, merci beaucoup, Karine. Ça fait vraiment. C'est notre deuxième balado. On était moins stressés parce que la première, elle était faite. Donc, vois-tu, même pour nous autres, le côté gestion du stress, ça s'est bien fait. On s'était préparé à l'avance. On savait de quoi on voulait parler. Donc, voyez-vous, fait que pour n'importe quoi, que ce soit un stage ou que ce soit quelque chose qui est nouveau, ben, c'est la préparation, c'est la clé du succès. Oui, on apprend tout le temps. Oui. Même après 30 et 13 ans d'expérience. Toujours en apprentissage. Merci, Sylvie, pour ce balado. On se dit à la prochaine. Merci à toi, Karine. À la prochaine. Salut. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Mais pas de panique, on revient très vite avec encore plus d'astuces, des histoires pour vous accompagner dans votre parcours d'infirmière. Rappelez-vous que vous soyez novice ou presque experte, même Florence Nightingale a dû commencer quelque part. À bientôt et prenez soin de vous comme vous prenez soin des autres. Si vous avez apprécié cet épisode, pensez à nous laisser 5 étoiles ou un commentaire. Merci de faire grandir la communauté de infirmières de novices à expertes.